quelque chose brilla dans la boue au bord de l'eau. Le ranger Miguel Hernandez s'arrêta. Il parcourait le sentier le long du ruisseau, vérifiant l'itinéraire après la saison des pluies. La routine, des tronçons ravinés, des arbres déracinés, des débris emportés depuis les hauteurs. Mais ce n'étaient pas des débris. Hernandez se pencha et ramassa l'objet. Un appareil photo numérique. Un Canon PowerShot. Le boîtier était endommagé, l'écran fissuré. L'appareil était manifestement resté là depuis plusieurs semaines. Parc national, La Amistad, Panama, 12 mai. Le ranger le savait. Un groupe de touristes avait disparu dans cette zone 6 semaines plus tôt. L'opération de recherche n'avait rien donné. Ni trace, ni équipement. Rien. Il plaça la trouvaille dans un sac et contacta la base. 4 jours plus tard, laboratoire de police scientifique à Boquete. L'appareil photo est posé sur la table de l'expert. Carlos Reyes est spécialiste technique. Sa tâche est d'extraire les données de la carte mémoire. Il examina l'appareil. Le boîtier était déformé, les contacts oxydés. Une carte mémoire de 8 gigaoctets était coincée dans le logement. Reyes retira délicatement la carte. Visuellement, elle semblait intacte, mais cela ne garantissait rien. L'humidité aurait pu détruire les données. Il connecta la carte à un lecteur. Le système ne reconnut pas le support. Le contrôleur avait pourri à cause de l'humidité. Reyes passa à la méthode chip-off. Il ouvrit délicatement le boîtier, dessouda la puce mémoire et la connecta directement à un programmateur. Cela permit de lire le dump de données en contournant les contacts endommagés. Le processus prit 4 heures. À 9 heures du soir, le programme afficha le résultat. 87 photos et 90 fichiers vidéo furent récupérés. Une partie des données était corrompue, mais l'essentiel était lisible. Reyes ouvrit le premier fichier, un enregistrement vidéo. Durée 2 minutes 14 secondes. Date de création 1er avril. L'image apparut sur l'écran. Une journée ensoleillée, la verdure de la forêt tropicale et 3 visages dans le cadre. 2 jeunes femmes et un garçon. Ils sourient. Ils font signe à la caméra. Une voix hors champ dit quelque chose en néerlandais. Reyes consulta l'avis de recherche. Chris Kremers, Lisanne Froon et un autre participant à la randonnée, dont la présence sur le sentier n'avait jamais été mentionnée jusqu'à ce moment. L'appareil appartenait au disparu, et à en juger par les dates des fichiers, il avait continué à filmer pendant plusieurs jours après le début de l'opération de recherche. Les visages sur l'écran appartenaient à 3 étudiants de l'Université de technologie de Delft, Pays-Bas, faculté de biologie appliquée. Anna van der Berg, Mark Visser, Victor Jensen. L'avis de disparition fut déposé le 9 avril. Il fut déposé par la mère d'Anna, Ingrid van der Berg. Elle raconta à la police qu'elle n'avait pas pu contacter sa fille depuis 1 semaine. La dernière fois qu'elle s'était parlé, c'était le 1er avril. Anna appelait depuis l'arrêt de bus à Boquete, une petite ville au pied du volcan Barou. Elle avait dit qu'ils partaient tous les 3 sur l'itinéraire. Tout se passait comme prévu. Le réseau serait mauvais. Mais après 5 jours, ils reviendraient en ville et appelleraient immédiatement. 5 jours passèrent, puis 6, puis 7. Le téléphone d'Anna ne répondait pas. Les téléphones de Marc et Victor non plus. Ingrid contacta les parents des autres. Il s'avéra qu'aucun des 3 n'avait donné de nouvelles. Elle appela alors l'ambassade des Pays-Bas au Panama. Les enquêteurs commencèrent à rassembler des informations. Et le tableau qui se dessinait n'indiquait rien de suspect. Anna, Marc et Victor se connaissaient depuis 4 ans. Ils s'étaient rencontrés en première année.
Ils travaillaient ensemble sur des projets de recherche. Ils partaient ensemble pour des stages de terrain. Ce n'était pas une randonnée spontanée de trois inconnus. C'était une équipe soudée. Le voyage au Panama était prévu depuis presque un an. L'objectif était de collecter des échantillons d'orchidées épiphytes pour le mémoire d'Anna. Le parc national La Amistad était idéal. Forêt tropicale de haute altitude, écosystème unique, présence humaine minimale. Ils avaient pris la préparation au sérieux. Marc était responsable de la logistique. Dans son ordinateur portable resté à l'auberge, la police trouva un dossier contenant des documents, impression de cartes, coordonnées GPS des points de contrôle, planning quotidien, liste d'équipements avec des coches à côté de chaque article. Victor s'occupait de la technique. Il tenait une chaîne YouTube sur les voyages et la vie sauvage. L'appareil photo trouvé par le ranger lui appartenait. Un Canon PowerShot SX50, un bon modèle avec un zoom 50 fois. Victor prévoyait de filmer du matériel pour une nouvelle vidéo. Anna coordonnait la partie scientifique. Elle correspondait avec un professeur de l'Université du Panama qui la conseillait sur les lieux où poussaient les espèces recherchées. Dans sa messagerie, on trouva des lettres avec des instructions détaillées et des avertissements sur la difficulté de l'itinéraire. La police étudia leurs réseaux sociaux. Rien d'inhabituel. Photos de l'aéroport d'Amsterdam, selfies dans l'avion, vidéos de Panama City, où ils se promènent dans la vieille ville. Ensuite, Boquete, une ville de montagne accueillante, populaire auprès des touristes et des expatriés. Le 29 mars, Anna publia une photo sur Instagram. Elle se tient devant des collines verdoyantes, un sac à dos de randonnée à la main. Légende. 3 jours avant le départ, j'ai trop hâte. 147 likes, commentaires des amis. Bonne chance. Rapporte de belles photos. Fais attention là-bas. Le 30 mars, Marc écrivit dans le chat de groupe de ses camarades de classe. Demain, nous partons dans la jungle. Si on ne revient pas, chercher dans l'estomac d'un jaguar. Une blague, un emoji. Personne ne prit cela au sérieux. Le 30 et 1 mars, ils achetèrent des provisions dans un magasin local. Le propriétaire les reconnut plus tard sur les photos. Il dit qu'il semblait calme et confiant. Ils posèrent des questions sur la météo. Il répondit que les jours à venir devraient être secs. Le 1er avril, à 8 heures du matin, ils quittèrent l'auberge. La propriétaire les vit monter dans un taxi. Le chauffeur confirma. Il les avait déposés à l'entrée du parc. Il les avait laissés devant le centre d'information à 9h15. Le ranger à l'entrée enregistra le groupe. Il nota les noms, la nationalité, l'itinéraire prévu. Tout était standard. Il leur remit une carte des sentiers et rappela les règles. Ne pas quitter les chemins balisés. Revenir avant la tombée de la nuit. En cas de problème, rester sur place. À 9h30, ils franchirent les portes et s'engagèrent sur le sentier El Pianista. C'était un itinéraire de difficulté modérée d'environ 8 kilomètres. Une montée vers un belvédère et une redescente. À un bon rythme, 5 à 6 heures. Le ranger les regarda partir. 3 silhouettes avec des sacs à dos se dissolvant dans la verdure. Il ne vit rien en eux qui aurait pu susciter de l'inquiétude. Des touristes ordinaires, bien équipés, sachant où ils allaient. À 11 heures du matin, Anna appela sa mère. La liaison était mauvaise, mais Ingrid comprit l'essentiel. Ils étaient sur l'itinéraire. Tout allait bien. C'était très beau. Anna lui dit qu'elle l'aimait et raccrocha. C'était la dernière fois que quelqu'un entendait sa voix. Après cela, le silence. Aucun appel, aucun message, aucune publication sur les réseaux sociaux.
3 jeunes gens préparés, expérimentés et responsables s'étaient engagés sur un itinéraire éprouvé par beau temps. Ils avaient tout le nécessaire. Ils suivaient un plan. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et pourtant, quelque chose tourna mal. L'appareil photo, resté dans la boue près du ruisseau, détenait la réponse. Il ne restait plus qu'à visionner les autres fichiers. Le 10 avril, au quartier général de la police nationale du Panama, une carte fut déployée. Une grande carte topographique à l'échelle 1/50 millième. Une zone de recherche de près de 40 km² de forêt montagneuse fut entourée au marqueur rouge. Les 3 disparus se trouvaient quelque part là-bas. Ou ce qu'il en restait. L'opération fut dirigée par le capitaine Jorge Martinez de l'unité Sena Front, le service des frontières spécialisé dans le travail en jungle. 60 personnes furent rassemblées sous ses ordres, policiers, rangers du parc, volontaires des communautés locales. S'y ajoutaient 2 hélicoptères et 3 groupes de maîtres chiens avec des chiens entraînés à la recherche humaine. Martinez divisa la zone en secteurs. La priorité était le sentier, El Pianista, et les zones adjacentes. La logique était simple. Si le groupe s'était égaré, il devait être resté quelque part le long de l'itinéraire. Si quelqu'un s'était blessé, encore plus. Dans une telle situation, les gens ne s'éloignent pas des points de repère connus. Le premier groupe de recherche partit à l'aube. Ils avançaient en ligne, ratissant le versant mètre par mètre. Chaque buisson, chaque ravin, chaque arbre abattu. Ils cherchaient la moindre trace, lambeaux de vêtements, équipements tombés, restes de feu, rien. Vers midi, les maîtres chiens intervinrent. On leur donna des échantillons d'odeurs, des objets de l'auberge appartenant aux disparus. Un t-shirt d'Anna, un bandana de Marc, une chaussette de Victor. Les chiens prirent la piste presque immédiatement. Depuis l'entrée du parc, ils montèrent avec assurance le long du sentier. Les conducteurs avaient du mal à les suivre. C'était bon signe. Cela signifiait que le groupe était effectivement passé par là. La piste menait vers le nord, passé le premier belvédère, passé l'embranchement, où l'itinéraire principal fait demi-tour. Les chiens continuèrent plus loin, là où les touristes ordinaires ne vont pas. Après 3 heures, ils atteignirent un point qui deviendrait plus tard crucial pour l'enquête. Un petit ruisseau traversant le sentier. De l'eau jusqu'aux chevilles, un fond caillouteux, des buissons denses sur les rives. C'est là que les chiens s'arrêtèrent. Ils tournèrent sur la rive, gémirent, revinrent vers l'eau et tournèrent encore. La piste s'arrêtait là, comme si 3 personnes étaient arrivées à ce ruisseau et s'étaient évaporées dans les airs. Les conducteurs essayèrent de contourner l'obstacle. Ils firent passer les chiens sur l'autre rive, leur firent sentir à nouveau les échantillons. Inutile. L'eau avait emporté l'odeur, ou quelque chose d'autre avait empêché les chiens de continuer leur travail. Les hélicoptères survolaient la canopée. Les pilotes cherchaient toute anomalie, trouée dans la cime des arbres, fumée, taches vives de vêtements. Mais la forêt tropicale n'est ni un champ ni une steppe. D'en haut, elle ressemble à un tapis vert continu. On peut voler à 10 mètres d'une personne sans la remarquer. Au 2e jour des recherches, le temps commença à se gâter. D'abord le brouillard, puis des nuages bas qui plaquèrent les hélicoptères au sol. Vers le soir, il se mit à pleuvoir, pas une averse, mais assez fort pour rendre les déplacements sur les versants difficiles. Martinez prit la décision de continuer. Les groupes travaillaient par roulement de 12 heures. Ils élargirent la zone de recherche à l'est et à l'ouest du sentier. Ils vérifièrent les ravins où une personne aurait pu glisser. Ils inspectèrent les grottes et les crevasses. Ils ratissèrent les rives de tous les ruisseaux
dans un rayon de 5 kilomètres. Le troisième jour, la pluie s'intensifia. Le sentier se transforma en torrent de boue. 2 volontaires se blessèrent. L'un se tordit la cheville, le second glissa et se cogna la tête contre une pierre. Ils furent évacués vers Boquete. Martinez demanda à sa direction l'autorisation de suspendre l'opération jusqu'à l'amélioration de la météo. Cela lui fut refusé. Les parents des disparus étaient déjà arrivés au Panama. Ils exigeaient que les recherches continuent à tout prix. Le 4e jour, le premier incident sérieux se produisit. Un groupe de 8 personnes s'égara dans le brouillard. Ils dévièrent de l'itinéraire et ne purent établir de contact radio pendant 3 heures. Quand on les retrouva, 2 d'entre eux étaient à la limite de l'hypothermie. Après cela, Martinez insista pour une pause. Il réunit les chefs de groupe et dit franchement qu'il perdait des gens en essayant d'en trouver d'autres, que c'était inacceptable et qu'il fallait attendre une fenêtre météo. Les recherches furent suspendues pendant 48 heures. Pendant ce temps, plus d'1 semaine s'était écoulée depuis la disparition. Les statistiques ne jouaient pas en faveur des disparus. Dans les conditions d'une forêt tropicale, sans nourriture et avec une réserve d'eau limitée, la survie après 7 jours chute drastiquement. Martinez le savait. Les parents aussi, bien que personne ne le dise à voix haute. Quand le temps s'améliora, les recherches reprirent. Mais elles prirent désormais un autre caractère. Les groupes ne cherchaient plus des vivants, ils cherchaient des restes. La tactique changea aussi. Au lieu d'un ratissage large, des raids ciblés dans des endroits difficiles d'accès, des gorges, des falaises, des tronçons profonds de rivières où le courant aurait pu emporter quelque chose. Une autre semaine passa, puis 2. Le résultat restait nul. Le 26 avril, après 18 jours de travail continu, l'opération de recherche fut officiellement terminée. 60 personnes avaient ratissé un territoire de la taille d'une petite ville. Les hélicoptères avaient effectué plus de 50 heures de vol. Les chiens avaient flairé chaque mètre carré le long des sentiers principaux. Et rien, pas de sac à dos, pas de tente, pas un seul objet appartenant aux disparus. C'était étrange, c'était anormal. Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces. Même dans la jungle, il reste des traces, vêtements, équipements, os, quelque chose, n'importe quoi. À moins que quelqu'un n'ait veillé à ce qu'il ne reste aucune trace. Le 28 avril, l'affaire fut officiellement transférée du service de recherche et de sauvetage à la division d'enquête de la police. La terminologie dans les documents changea. Au lieu de « personnes disparues », apparut la mention « suspicion de disparition criminelle ». Désormais, ce n'étaient plus des sauveteurs qui s'en occupaient, c'étaient des détectives. Et le principal indice qu'ils possédaient était l'appareil photo trouvé par le ranger près du ruisseau, 2 semaines après la fin des recherches. 87 photos, 90 fichiers vidéo. La chronique de ce qui s'était passé après l'appel d'Anna à sa mère. Les enquêteurs s'assirent pour visionner les enregistrements dans l'ordre, depuis le tout premier fichier, et ce qu'ils virent les obligea à reconsidérer toutes les versions. Le 16 mai, le détective Ricardo Valdez réunit le groupe dans la salle de visionnage. 4 personnes, lui-même, sa coéquipière Elena Torres, l'expert technique Carlos Reyes et un psychologue consultant de la capitale. Sur la table, un ordinateur portable connecté à un projecteur. Sur une clé USB, tous les fichiers récupérés de l'appareil. Valdez donna l'ordre de commencer par le tout premier fichier, chronologiquement, sans coupure. Chaque seconde de l'enregistrement devait être étudiée. Reyes lança la lecture.
Premier fichier. 1er avril. 9h40 et 1 minute. La vidéo dure 2 minutes, 14 secondes. Le plan s'ouvre sur l'entrée du parc. On voit le centre d'information, un portail en bois avec un panneau « Sendero El Pianista ». Victor tient l'appareil. Ses mains apparaissent parfois dans le cadre. Anna et Marc se tiennent devant le portail, sourient, font signe de la main. Marc lève le pouce. Anna ajuste la sangle de son sac à dos. La voix de Victor hors champ. Il dit quelque chose en néerlandais, puis passe à l'anglais. Il commente la météo, parle des plans pour la journée. Une vidéo touristique typique. Rien d'inhabituel. Deuxième fichier. 10h15, 40 secondes. Le sentier. Étroit mais bien tracé. Sur les côtés, des murs de verdure. L'appareil est dirigé vers l'avant, filmant le dos d'Anna et de Marc. Ils marchent, l'un derrière l'autre, discutent. Marc se retourne et fait une grimace à l'objectif. Troisième fichier. 11h, 2 minutes. 1 minute, 20 secondes. Premier, belvédère. Panorama de la vallée en bas. Les nuages s'accrochent au sommet des collines. Anna sort son téléphone, probablement pour cet appel à sa mère. Marc et Victor se prennent en photo devant le paysage. Valdès note à l'heure. 11h02. Cela coïncidait avec les données de la compagnie de téléphone sur le dernier appel d'Anna. Les fichiers de 4 à 12 couvraient la période jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Le groupe avançait sur l'itinéraire. Il filmait des plantes, des oiseaux, des arbres insolites. Anna apparaissait plusieurs fois dans le cadre avec un carnet, prenant des notes pour son projet de recherche. Marc portait des échantillons dans des contenants en plastique. Tout semblait absolument normal. 3 amis en pleine nature, une expédition scientifique, bonne humeur. 13e fichier, 15h47, 2 minutes, 10 secondes. Ici, les enquêteurs se tendirent. L'appareil filmait un embranchement de sentier, un sentier balisé avec un panneau indiquant le retour vers l'entrée. Le second, à peine visible, partant plus loin vers le nord, dans la partie du parc qui n'est pas destinée aux touristes. La voix de Marc hors champ. Il discute de quelque chose avec les autres. Le ton indique une dispute. Pas un conflit, mais un désaccord. L'appareil passe sur Anna. Elle regarde la carte, fronce les sourcils, pointe quelque chose du doigt. Puis le plan s'interrompt. Le 14e fichier commence déjà sur le sentier non balisé. Le groupe avait pris la décision d'aller plus loin. Valdès arrêta la lecture. Il demanda à Reyes s'il était possible d'extraire le son et de l'amplifier pour comprendre de quoi parlait exactement la dispute. Reyes dit qu'il essaierait, mais la qualité de l'enregistrement était mauvaise. Un vent fort couvrait le micro. Les fichiers de 15 à 25, deuxième moitié de la journée. Le groupe s'enfonçait dans la partie non fréquentée de la forêt. Le sentier devenait de moins en moins distinct. À un moment donné, il disparut complètement, et le trio se fraya un chemin à travers un sous-bois dense. 26e fichier, 18h, 3 minutes. Installation du camp. Une petite clairière près d'un ruisseau. Marc tend une bâche entre les arbres. Victor ramasse du petit bois. Anna dispose les sacs de couchage. Tout semblait encore normal. Il ne paraissait pas effrayé ou perdu, plutôt fatigué mais content. Selon toute apparence, il prévoyait de passer la nuit ici et de revenir le matin. 27e fichier, 19h30, 4 minutes, 15 secondes. Dîner au coin du feu. L'appareil est posé sur un trépied improvisé, une pile de pierres. Les 3 sont dans le cadre. Ils mangent quelque chose dans des bols de randonnée, rient, discutent.
Marc raconte une histoire en gesticulant activement. Anna lève les yeux au ciel et le pouce à l'épaule. Une soirée ordinaire. Des amis en randonnée. Aucun signe d'anxiété. Valdès regardait l'écran et essayait de comprendre ce qui avait mal tourné. Ces gens n'avaient pas l'air de victimes. Ils ressemblaient à des touristes qui passaient un bon moment. 28e fichier. 20h40 et 1 minute. 1 minute 30 secondes. Obscurité. L'appareil est allumé, mais filme un cadre presque noir. Seulement les reflets du feu mourant. Des voix hors champ, étouffées, ensommeillées. Quelqu'un se dit bonne nuit, puis silence. Puis l'enregistrement s'arrête. Valdès se prépara au pire. Les fichiers suivants devaient montrer le 2 avril, le jour où quelque chose s'était passé. Mais Reyes arrêta soudainement la lecture. Il dit qu'il voulait revenir au 27e fichier, au dîner au coin du feu. Il rembobina l'enregistrement jusqu'à la marque de 3 minutes 42 secondes. À ce moment, Victor avait accidentellement heurté le trépied en déplaçant l'appareil et l'objectif avait balayé un instant la forêt sombre sur le côté. Reyes lança sur son ordinateur un programme de traitement numérique spécial, poussant les détails au maximum dans les ombres profondes et augmentant l'exposition de manière logicielle. Le silence se fit dans la pièce, en arrière-plan. Derrière le dos de ceux qui étaient assis au feu, on voyait le mur de la forêt. Sombre et flou, il était absolument invisible sur l'enregistrement original. Mais maintenant, grâce aux ombres éclaircies et aux reflets vifs d'une bûche qui avait éclaté dans le feu, éclairant pour une fraction de seconde l'espace entre les arbres, une silhouette apparut dans le coin supérieur droit du cadre. Une silhouette humaine. Reyes agrandit le fragment. La qualité était mauvaise et le bruit vidéo gênait la vision. Mais après l'application de filtre, les contours étaient lisibles. Une tête, des épaules, quelque chose ressemblant à une main s'appuyant sur le tronc d'un arbre. Quelqu'un se tenait dans la forêt et observait le camp. Anna, Marc et Victor ne le voyaient pas. Ils étaient assis, dos à la forêt. Ils riaient et mangeaient leur dîner. Ils ne savaient pas qu'ils étaient observés. Valdès ordonna de vérifier tous les fichiers précédents à la recherche d'anomalies similaires. Reyes acquiesça et commença une analyse image par image depuis le début. La silhouette sur l'enregistrement pouvait être n'importe quoi. Un jeu de lumière, une forme bizarre de branche, un artefact de compression vidéo. Mais cela pouvait aussi être un homme qui suivait le groupe depuis le moment où ils avaient quitté le sentier balisé. Un homme qui savait qu'ils étaient là. Un homme qui avait ses propres plans pour cette nuit-là. Les enquêteurs passèrent au fichier du 2 avril, aux enregistrements qui commençaient à l'aube et se terminaient par quelque chose qui expliquait pourquoi les 3 étudiants n'étaient jamais sortis de la forêt. La silhouette sur la vidéo exigeait une explication. Quelqu'un se trouvait dans cette partie de la forêt ce soir-là. Quelqu'un qui ne faisait pas partie du groupe. Valdès envoya Elena Torres au parc pour interroger le personnel. Les rangers, les gardiens, les volontaires, tous ceux qui pourraient y savoir qui d'autre errait dans ces bois. Le 18 mai, Torres mena une série d'entretiens dans le bâtiment administratif à l'entrée de la Amistad. Elle parla d'abord à Miguel Hernandez, le ranger qui avait trouvé l'appareil photo. Il travaillait dans le parc depuis 11 ans et connaissait le territoire mieux que sa propre maison. Torres l'interrogea sur les personnes qui auraient pu se trouver dans la partie nord du parc début avril. Hernandez réfléchit. Il dit que les touristes n'y vont pas. Il n'y a pas de sentier, pas de panneaux. C'est trop dangereux. Mais
il y en a d'autres. Des braconniers, des chasseurs d'oiseaux rares, des collectionneurs d'orchidées qui les vendent au marché noir. Ces gens connaissent la forêt et savent s'y cacher. Torres demanda des noms précis. Hernandez en cita 3. 2 étaient des fermiers locaux qu'il avait attrapés en flagrant délit de chasse illégale l'année précédente. Le troisième était un homme connu dans la région sous le nom de El Ermitaño, l'ermite. Son vrai nom était Ivan Serrano Morales, originaire de Boquete, ancien bûcheron ayant perdu son emploi après la fermeture de la scierie en 98. Après cela, il s'était retiré dans la forêt et n'était jamais revenu à une vie normale. Hernandez raconta que Serrano vivait quelque part dans la partie nord du parc depuis plus de 20 ans. Illégalement, il n'avait pas d'autorisation de résidence sur le territoire protégé. Les rangers le savaient, mais préféraient ne pas le déranger. Il ne nuisait pas à l'écosystème, ne chassait pas d'espèces protégées, ne faisait pas de grands feux. Il existait simplement là comme une partie de la forêt. Mais quelque chose dans son passé intrigua Torres. En 2003, Serrano avait été arrêté pour braconnage. Il avait abattu un oslo, un chat sauvage rare et protégé. Le tribunal l'avait condamné à 18 mois de prison. Après sa libération, il était retourné dans la forêt et évitait depuis tout contact avec les autorités. Torres demanda son dossier complet dans la base de données. Le dossier arriva le lendemain. Ivan Serrano Morales, né en 1972. Éducation. 6 classes d'école primaire. Célibataire. Pas d'enfant. Ses parents étaient décédés dans les années 80. Antécédents judiciaires. Braconnage en 2003. Mais ce n'était pas tout. En 1994, Serrano avait comparu comme témoin dans une affaire de disparition d'une touriste costaricienne. La femme avait disparu sur un sentier non loin de Boquete. On ne l'avait jamais retrouvée. Serrano avait été interrogé parce que plusieurs personnes l'avaient vue dans ce secteur le jour de la disparition. Il avait nié toute implication. Il n'y avait aucune preuve contre lui. L'affaire était restée non résolue. Valdez lut cette ligne 2 fois, puis 3 fois. Une disparition pouvait être une coïncidence. 2. C'était déjà un schéma. Le 20 mai, le groupe d'enquête se réunit en réunion. Valdez exposa les faits. Serrano vivait dans la même zone où le groupe avait disparu. Il était le seul habitant connu de la partie nord du parc. Il avait des antécédents judiciaires et il avait déjà figuré dans une affaire de disparition. La silhouette sur la vidéo pourrait lui appartenir. La taille, la carrure, tout correspondait approximativement, bien que la qualité de l'enregistrement ne permette pas de l'affirmer avec certitude. Torres proposa d'établir une surveillance, découvrir où se trouvait exactement son logement, suivre ses déplacements. Mais Valdez pensait qu'il n'y avait pas de temps pour cela. Si Serrano était impliqué, il aurait pu détruire les preuves ou s'enfoncer plus profondément dans la forêt où personne ne le trouverait. Il fallait agir vite. Valdez contacta le parquet et demanda un mandat de perquisition. Il joignit à la demande tout ce qu'ils avaient. La vidéo avec la silhouette, les données sur le passé de Serrano, le témoignage de Hernandez, affirmant que l'ermite était la seule personne pouvant se trouver dans cette zone. Le mandat fut délivré le 21 mai. Il restait à trouver le logement lui-même. Hernandez connaissait la direction approximative, mais n'avait pas de coordonnées précises. Serrano changeait d'emplacement et ne laissait pas de traces évidentes. Le ranger proposa son aide. Il dit qu'il pourrait pister Serrano grâce à des signes indirects. Les sentiers qu'il avait tracés au fil des ans, les endroits où il posait habituellement des collets pour le petit gibier,
les sources d'eau où il allait. Le 22 mai, Hernandez conduisit un groupe de 4 policiers dans la forêt. Ils marchèrent pendant 8 heures. Ils montèrent plus haut que les itinéraires touristiques, traversèrent 2 ruisseaux, se frayèrent un chemin à travers 1 kilomètre de sous-bois dense. Vers le soir, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, une petite cabane faite de bâches et de branches, cachée dans un repli entre 2 collines. À côté, un foyer entouré de pierres, une corde entre les arbres avec des vêtements étendus, des bidons en plastique pour l'eau. Quelqu'un vivait ici, et depuis longtemps. Mais Serrano lui-même n'était pas là. La cabane était vide, le feu était froid, il n'avait pas été allumé depuis au moins plusieurs jours. Valdez ordonna de boucler le périmètre et d'attendre le propriétaire. 2 policiers restèrent en embuscade. Les autres commencèrent l'inspection du terrain avec précaution pour ne pas effrayer Serrano s'il observait de loin. Ils trouvèrent plusieurs objets intéressants. Un couteau à longue lame, un rouleau de corde, de vieilles jumelles. Rien de directement lié au disparu, mais assez pour renforcer les soupçons. Et puis, l'un des policiers remarqua quelque chose dans les buissons, à 20 mètres de la cabane. Il appela les autres. C'était un sac à dos, bleu, avec le logo Osprey. Sale, mais intact. Valdez vérifia la description des affaires des disparus. Marc Visser portait un sac à dos Osprey bleu de 40 litres. C'était celui-là. Désormais, Serrano passait de témoin potentiel à suspect principal. Un homme dans le camp duquel on avait trouvé l'objet de l'un des disparus. Un homme qui se cachait dans la forêt et évitait les autorités. Il ne restait plus qu'à le trouver et à l'obliger à expliquer d'où venait ce sac à dos et ce qu'il savait du sort des 3 étudiants qui étaient entrés dans sa forêt et n'en étaient pas revenus. Pendant que le groupe attendait Serrano en embuscade près de la cabane, Valdez retourna à Boquete. Le sac à dos était une preuve sérieuse, mais insuffisante. L'ermite aurait pu le trouver dans la forêt. Il aurait pu le voler dans un campement abandonné. Il en fallait plus. Valdez se rassit devant son ordinateur. Le 28e fichier, le dernier enregistrement du 1er avril. Il l'avait déjà vu. L'obscurité, les reflets du feu, les voix ensommeillées. Mais maintenant, il décida de revoir tout ce qui avait été filmé après. 29e fichier. 2 avril. Heure de création. 2h17 du matin. L'appareil s'était allumé dans l'obscurité totale. L'écran était absolument noir, mais le son fonctionnait. Valdez mit un casque et augmenta le volume. Les 30 premières secondes, silence. Pas un silence absolu, mais ce silence nocturne épais de la forêt tropicale, composé de 100 petits bruits. Le stridulement des cigales, le cri lointain d'un oiseau, le bruissement du feuillage. Puis, un craquement de branches distinct et fort, pas juste à côté de l'appareil, mais pas trop loin non plus, à 20 ou 30 mètres, à en juger par le son. Une voix féminine. Anna. Elle dit quelque chose dans un murmure, trop bas pour distinguer les mots. Puis une voix masculine répondit. Marc ou Victor, dans l'obscurité et à ce volume, impossible de distinguer. Un frémissement. L'un d'eux bougeait. Probablement s'était-il redressé dans son sac de couchage. Un autre craquement, plus proche. Les voix devinrent plus fortes. Maintenant, Valdez pouvait distinguer des mots isolés. Néerlandais. Il ne parlait pas cette langue, mais les intonations étaient claires. Inquiétude, vigilance. L'un d'eux demandait aux autres s'ils avaient entendu ça. Valdez mit l'enregistrement sur pause et appela un interprète. Il lui fallait quelqu'un capable de déchiffrer chaque mot de ces enregistrements. L'interprète fut trouvé le lendemain. Maria Cohen,
professeure de néerlandais dans une école de langue de Panama City. Elle accepta d'aider l'enquête. Valdés relança le 29e fichier. Cohen écoutait en prenant des notes dans un carnet. La première réplique appartenait à Anna. Elle demandait si quelqu'un avait entendu ce bruit. Marc répondit que oui, il l'avait entendu. Victor suggéra que c'était un animal, un tapir ou un peccari. Ils errent souvent dans la forêt la nuit. Anna dit que cela ne ressemblait pas à un animal, des pas trop lourds, trop rythmés. Puis une lumière apparut sur l'enregistrement. Quelqu'un avait allumé une lampe de poche. Le faisceau balaya la cime des arbres, arrachant à l'obscurité des troncs, des feuilles, des entrelacements de lianes. L'appareil photo, apparemment, gisait au sol. L'angle de vue était bas, presque horizontal. Le faisceau de la lampe fouillait la forêt, lentement, méthodiquement, de gauche à droite. Rien, juste des arbres et l'obscurité entre eux. La voix de Victor. Il dit qu'il n'y a personne, qu'ils ont dû imaginer, qu'il faut dormir. Anna n'était pas d'accord. Elle dit qu'elle voulait vérifier le périmètre. Les 2 minutes suivantes de l'enregistrement, Anna, avec sa lampe, fait le tour du camp. L'appareil resta sur place, mais le son enregistrait ses pas, le craquement des feuilles sous ses pieds, sa respiration rapide, tendue. Elle fit un tour complet et revint. Dit qu'elle n'avait rien trouvé, aucune trace. Marc proposa d'attiser le feu. Le feu effraierait n'importe quelle bête. Victor dit que c'était stupide, qu'il était 2 heures du matin et qu'il devait dormir s'il voulait repartir demain. Anna resta silencieuse. Puis, elle dit qu'elle allait se coucher, mais qu'elle ne dormirait pas. Elle écouterait. L'enregistrement s'arrêta. 30e fichier. 2h43, 26 secondes. À nouveau l'obscurité. À nouveau le micro allumé. Et à nouveau le craquement des branches. Cette fois plus proche, beaucoup plus proche. La voix de Marc, brusque, effrayée. Il dit quelque chose comme « C'est quoi ce bordel ?» L'interprète précisa. Il avait utilisé un juron néerlandais, exprimant une surprise et une peur extrême. Bruit de mouvement. Tous les trois, à en juger par les sons, sursautèrent simultanément. La lampe s'alluma à nouveau. Le faisceau s'agita sur les arbres. La voix d'Anna. Elle criait « Là, regardez, là !» Le faisceau de la lampe sursauta dans une direction et s'immobilisa. Sur l'enregistrement, seulement un écran noir. L'appareil photo était toujours au sol, dirigé vers le ciel, mais le son fonctionnait parfaitement. Silence, un silence long, pesant. 3 ou 4 secondes qui semblèrent une éternité, et puis un cri, pas le cri des étudiants, un autre cri, masculin, bas, guttural, prolongé. Il venait de quelque part dans la forêt, pas du camp, mais de l'extérieur, de l'obscurité entre les arbres. Ce cri ne ressemblait pas à un appel à l'aide, et ne ressemblait pas au son que produit un homme effrayé. Il ressemblait à un signal, ou à un avertissement, ou à une menace. Le cri dura environ 3 secondes. Puis, il s'arrêta aussi brusquement qu'il avait commencé. Sur l'enregistrement, la panique. Les voix des étudiants se chevauchent. Quelqu'un court. On entend un bruit de chute. Quelqu'un a trébuché. Un juron en néerlandais. Le cri d'Anna. Pas des mots. Juste un cri. Puis l'enregistrement s'arrêta. 31e fichier. 2h44, 11 secondes. L'appareil photo fut manifestement saisi et emporté quelque part. L'image, un fouillis de taches floues. Le son, une respiration lourde. Le martèlement des pieds, le craquement de branches brisées. Quelqu'un courait à travers la forêt dans l'obscurité totale, tenant l'appareil à la main. 11 secondes de chaos. Puis l'enregistrement s'arrêta.
Le 32e fichier n'apparut que 4 heures plus tard, à 6h51 du matin. Entre la panique nocturne et l'aube, il n'y avait aucun enregistrement. Valdez s'adossa à sa chaise. Il savait maintenant que dans la nuit du 2 avril, quelqu'un d'autre se trouvait près du camp. Cette personne ne se cachait pas. Elle s'était fait connaître. Elle avait poussé un cri qui avait forcé 3 adultes à fuir dans la forêt nocturne, abandonnant une partie de leurs affaires. Serrano. Ce ne pouvait être que lui, l'ermite qui vivait dans ces bois depuis 20 ans, l'homme chez qui on avait trouvé le sac à dos de l'un des disparus, l'homme qui avait déjà figuré dans une affaire de disparition de touristes. Maintenant, il fallait le trouver, pas seulement pour l'interroger, pour l'arrêter, et l'obliger à expliquer ce qui s'était passé cette nuit-là après que l'enregistrement s'était arrêté. L'embuscade près de la cabane dura 3 jours. Serrano ne se montra pas. Le 25 mai, Valdez prit la décision de mener une perquisition complète. Attendre plus longtemps n'avait aucun sens. Soit l'ermite avait remarqué les policiers et s'était enfui, soit il avait quitté la zone bien avant leur arrivée. Un groupe de 6 personnes arriva à la cabane à l'aube. Un criminaliste, 2 agents opérationnels, Valdez, Torres et un guide parmi les rangers. Ils bouclèrent le périmètre et commencèrent une inspection méthodique. La cabane s'avéra plus grande qu'elle n'en avait l'air de l'extérieur. L'auvent de bâche cachait une cavité dans le flanc de la colline, une sorte de grotte naturelle que Serrano avait agrandie et aménagée. À l'intérieur, c'était sec et relativement propre. Un sol en terre battue, recouvert de feuilles sèches, une couche faite de branches et de vieilles couvertures, un foyer artisanal fait de pierre. Le criminaliste documentait chaque trouvaille. La première chose qui sauta aux yeux fut l'armement. Serrano ne vivait pas dans la forêt comme un touriste, mais comme un chasseur. À l'entrée de la grotte se trouvaient 2 lances artisanales avec des pointes métalliques aiguisées. Sur le mur pendait une machette, vieille, avec une poignée usée, mais bien affûtée. Dans un coin gisait une arbalète, primitive, assemblée avec des matériaux de fortune, mais tout à fait fonctionnelle. Autour de la cabane, on découvrit des pièges, des collets de fils de fer sur les pistes d'animaux, des fosses recouvertes de branches, des pieux dressés. Serrano ne se contentait pas de vivre dans la forêt, il contrôlait son territoire. Torres nota que les pièges étaient disposés intelligemment, pas de façon chaotique, mais selon un système. Quelqu'un avec une telle expérience aurait pu facilement pister 3 étudiants citadins qui se frayaient bruyamment un chemin à travers son domaine. Le sac à dos, trouvé dans les buissons lors de la première inspection, avait été envoyé à l'expertise 3 jours plus tôt. Les résultats arrivèrent enfin. Les empreintes digitales sur les boucles et les sangles appartenaient à 2 personnes. Le premier ensemble correspondait aux échantillons de l'auberge. C'étaient les empreintes de Marc Visser, le propriétaire du sac à dos. Le second ensemble correspondait à la fiche dactyloscopique d'Ivan Serrano Morales des archives de 2003. C'était une preuve directe. Le suspect avait tenu le sac à dos entre ses mains. Mais ce n'était pas tout. À l'intérieur du sac, les criminalistes trouvèrent plusieurs objets. Un t-shirt de rechange, un imperméable, une gourde, vide, et un carnet. Le carnet appartenait à Marc. Il contenait des notes en néerlandais, le planning de la randonnée, des notes sur l'itinéraire, les coordonnées des points. La dernière note datait du 1er avril. Marc écrivait qu'ils avaient trouvé un excellent endroit pour camper près d'un ruisseau et prévoyait de repartir le matin du 2. Il ne savait pas que le matin du 2, il courait à travers la forêt dans l'obscurité,
fuyant un poursuivant inconnu. Valdez étudia le contenu de la cabane plus en détail. Parmi le bric-à-brac et les provisions de Serrano se trouvaient d'autres objets pouvant appartenir aux touristes. Un contenant en plastique pour la nourriture avec une inscription en anglais. Des lunettes de soleil à monture jaune. Un modèle féminin. Un rouleau de paracordes. Une corde populaire parmi les randonneurs. Chaque découverte fut photographiée et emballée. Plus tard, les parents des disparus confirmèrent. Les lunettes de soleil appartenaient à Anna. Elle les avait achetées avant le voyage dans un magasin à Amsterdam. Serrano n'avait pas simplement rencontré le groupe dans la forêt. Il avait pris leurs affaires, les avait collectionnées comme des trophées ou comme un butin. Le 26 mai, Valdez signa un mandat d'arrêt contre Ivan Serrano Morales. Accusation, suspicion d'implication dans la disparition de 3 citoyens néerlandais. La formulation était prudente. Sans la découverte de restes, on ne pouvait parler de rien de plus, mais les indices pointaient dans une seule direction. L'ermite se trouvait dans la même zone. Il avait observé le camp. Il avait effrayé les étudiants en pleine nuit. Et il possédait leurs affaires. Il restait un problème. Serrano avait disparu. Sa cabane était vide depuis au moins une semaine. Il aurait pu aller n'importe où, dans un district voisin du parc, au Costa Rica en traversant la frontière, dans n'importe lequel des dizaines de villages de montagne. Valdez lança un avis de recherche dans toute la province. Les photos de Serrano furent envoyées à tous les postes de police, postes frontières et administration des parcs nationaux. Pendant qu'on le cherchait, les enquêteurs continuèrent d'étudier les enregistrements de l'appareil photo. Les fichiers, après l'aube du 2 avril, promettaient de raconter ce qui était arrivé au groupe après cette poursuite nocturne. Et à en juger par le nombre de fichiers restants, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Le 28 mai, Carlos Reyes appela Valdez à 7 heures du matin. Il avait travaillé toute la nuit sur les secteurs endommagés de la carte mémoire et il avait trouvé quelque chose d'important. Parmi les 90 fichiers récupérés, il y en avait plusieurs que le système avait marqués comme partiellement lisibles. La piste vidéo était endommagée, mais l'audio était préservé. Reyes utilisa un logiciel spécialisé et réussit à extraire 3 autres fichiers qui ne s'ouvraient pas auparavant. L'un d'eux datait du 2 avril, heure de création, 3h12 du matin. Une demi-heure après que le groupe eut quitté le camp en panique. Valdez arriva au laboratoire 40 minutes plus tard. Reyes lança le fichier. L'image était presque totalement détruite. Des lambeaux de cadres, des artefacts colorés, des bandes noires défilaient à l'écran. Mais le son fonctionnait. Les premières secondes, une respiration lourde. Quelqu'un courait. Craquement de branches sous les pieds, bruissement de feuilles, coups cinglants de branches contre les vêtements ou le visage. La course était irrégulière, trébuchante. La personne se déplaçait dans l'obscurité totale, sans voir son chemin. La voix d'Anna. Elle criait le nom de Marc, puis le nom de Victor. Personne ne répondait. Encore quelques secondes de course, puis un bruit de chute, un coup sourd, un cri. L'appareil, apparemment, était tombé des mains. Le son devint étouffé, comme si le micro était pressé contre la terre ou les feuilles. Mais l'enregistrement continuait. Un frémissement. Quelqu'un se relevait. La voix d'Anna. Elle se parlait à elle-même, rapidement, de façon confuse. L'interprète déchiffra plus tard. Anna répétait qu'il fallait courir, qu'il fallait trouver les autres, qu'il fallait s'en sortir. Puis, elle se tut, brusquement, au milieu d'un mot.
Quelques secondes de silence, juste les bruits nocturnes de la forêt, et quelque chose d'autre. Des pas, lourds, mesurés. Quelqu'un approchait. Valdez se pencha vers les haut-parleurs. Les pas étaient distincts. Pas une course, une marche assurée. Quelqu'un qui savait où il allait. Quelqu'un qui n'avait pas peur. La voix d'Anna encore, basse, presque un murmure. Elle demandait qui était là. Pas de réponse. Les pas approchaient. À la marque de 1 minute 42, se produisit ce que Valdez n'attendait pas. Dans le cadre, plus précisément, dans ce chaos de pixels restés de la piste vidéo, quelque chose de reconnaissable apparut furtivement. Reyes mit sur pause et essaya de stabiliser l'image. Des jambes, 2 jambes chaussées de lourdes bottes, hautes, de type militaire, avec une semelle épaisse. Elles se tenaient à quelques mètres de l'appareil. Puis l'image se désintégra à nouveau, mais le son continuait de fonctionner. Une voix d'homme, rude, rauque. Il parlait espagnol. Reyes traduisit. L'homme criait pour qu'elle court, pour qu'elle s'enfuit immédiatement, que ça était là, que ça était proche. La voix d'Anna, une question effrayée. Elle ne comprenait pas l'espagnol ou ne comprenait pas de quoi il parlait. L'homme répéta, plus fort, plus instamment. Il ne menaçait pas, il prévenait. Et puis retentit un son qui fit reculer Valdez de son moniteur. Un rugissement, bas, vibrant, venant de quelque part dans les profondeurs, inhumain, ne ressemblant à aucun animal que Valdez avait entendu en 20 ans de travail dans cette région. Le cri de l'homme, plus des mots, juste un cri, le cri d'Anna, bruit de lutte, craquement, coup, quelque chose de lourd tombe au sol, puis le silence. L'enregistrement continua encore 40 secondes. 40 secondes de silence absolu, juste le bruissement des feuilles dans le vent. Puis, le fichier s'arrêta. Valdez s'adossa à sa chaise. Il repassa l'enregistrement, encore une fois, puis encore. La voix de l'homme sur l'enregistrement n'appartenait pas aux étudiants. Il parlait espagnol avec un accent local. Il avertissait Anna d'un danger. Il essayait de la sauver. Ce ne pouvait être que Serrano. L'ermite ne chassait pas les touristes. Il essayait de les protéger contre quelque chose qu'il appelait lui-même ça. Le sac à dos et les lunettes dans sa cabane prenaient un autre sens. Peut-être les avait-il ramassés après que tout fut fini. Peut-être voulait-il les garder comme preuve, ou il ne savait simplement pas quoi en faire. La version d'un tueur en série ermite s'effondrait. À sa place surgissait une nouvelle version, bien plus étrange et terrifiante. Quelque chose habitait la partie nord du parc, la Amistad. Quelque chose dont même un homme ayant vécu 20 ans dans ces bois avait peur. Valdez comprit qu'il devait trouver Serrano, vivant, prêt à parler. L'ermite était le seul témoin de ce qui s'était passé cette nuit-là, et peut-être le seul à savoir à quoi ils avaient réellement été confrontés. Le 30 mai, Valdez envoya le fichier audio à Panama City, le laboratoire de phonoscopie de l'Institut de médecine légale, le seul endroit du pays capable de mener une analyse détaillée d'un enregistrement sonore. Parallèlement, il contacta la faculté de biologie de l'Université du Panama. Il lui fallait un spécialiste de la faune de la région, quelqu'un qui pourrait expliquer quel animal était capable de produire un tel son. Le professeur Enrique Salgado accepta d'aider. Il étudiait les grands prédateurs d'Amérique centrale depuis plus de 30 ans. Jaguars, pumas, ours. Il les avait tous entendus. Valdez lui envoya une copie de l'enregistrement et attendit. Les résultats du laboratoire de phonoscopie arrivèrent le 3 juin. Les experts isolèrent 4 voix distinctes sur l'enregistrement. 3 appartenaient à des jeunes gens, 2 hommes,
et une femme. L'analyse spectrale confirma qu'il s'agissait des voix d'Anna, Marc et Victor. Des échantillons de comparaison furent tirés des vidéos réalisées le premier jour de la randonnée. La quatrième voix appartenait à un homme d'âge mûr. La voix était rauque, avec les signes caractéristiques de nombreuses années de tabagisme ou de travail dans des conditions d'air pollué. L'accent, ouest du Panama, province de Chiriquí. Valdés compara ces données avec ce qu'il savait de Serrano. La région d'origine correspondait. Serrano avait travaillé dans une scierie avant sa fermeture. La poussière et la fumée du sciage du bois auraient pu endommager ses cordes vocales. Avec une forte probabilité, la quatrième voix appartenait à l'ermite. Mais la question principale ne concernait pas les voix humaines. Les experts isolèrent le son, que Valdés appelait conventionnellement un rugissement. 3 secondes de son à basse fréquence à la marque de 2 minutes 14 secondes. La conclusion du laboratoire était prudente. Le son avait une origine biologique, pas mécanique, pas électronique. La plage de fréquence indiquait un grand mammifère, avec une masse corporelle comprise entre 100 et 300 kg. La structure du son ne correspondait à aucun échantillon de la base de données du laboratoire. Valdés transmit ce fragment au professeur Salgado. Salgado rappela le lendemain. Il avait mené sa propre analyse et comparé l'enregistrement avec les archives des vocalisations animales d'Amérique centrale. Le résultat fut inattendu. Le son n'appartenait pas à un jaguar. Salgado connaissait la voix du jaguar. Cela ressemble plus à une série de brefs rugissements tout sautant qu'à un seul son prolongé. Pas un puma. Ils émettent des cris perçants, presque des hurlements. Pas un ours à lunettes. Leurs vocalisations sont plus hautes en tonalité. Salgado vérifia les enregistrements de caïmans, de tapirs, de grands singes. Rien ne correspondait. Il élargit la recherche, compara avec des lions d'Afrique, des tigres, des gorilles. Le profil fréquentiel le plus proche s'avéra être la voix d'un gorille mâle adulte, mais il n'y a pas de gorille au Panama, et il n'y en a jamais eu. Le professeur rendit sa conclusion. Le son a été présumément émis par un grand mammifère, mais l'identification exacte de l'espèce est impossible. Soit l'enregistrement est tellement déformé que le son d'origine est irrécupérable, soit il a été émis par un animal non répertorié dans la faune de la région. Valdés demanda à Salgado de préciser ce que signait « non répertorié ». Se pouvait-il que quelque chose habite la Amistad que la science ne connaisse pas? Salgado répondit honnêtement. Le parc national. La Amistad est l'un des écosystèmes les moins étudiés d'Amérique centrale. Près de 400 000 hectares de forêts de montagne, dont la majeure partie n'a jamais été explorée par des scientifiques. Dans de tels endroits, on découvre régulièrement de nouvelles espèces. Insectes, amphibiens, petits mammifères. Un grand prédateur, c'est autre chose. Un animal pesant de 100 à 300 kilos ne peut pas exister sans être remarqué. Il a besoin d'un territoire, de proie, de lieux de reproduction. Quelqu'un l'aurait vu, quelqu'un aurait trouvé des traces. Mais Salgado ajouta quelque chose d'autre. Il mentionna les histoires que racontent les Indiens Ngébé, qui vivent à la lisière du parc, des légendes sur une créature qu'ils appellent de différents noms, une grande bête qui vit dans les parties les plus hautes et inaccessibles des montagnes, qui chasse la nuit, que personne n'a vu, mais que beaucoup ont entendu. Salgado souligna que c'était du folklore, pas de la science, mais le folklore reflète parfois l'expérience réelle des gens vivant près de la forêt. Valdés raccrocha et regarda longuement le mur.
Il possédait un enregistrement sonore avec la voix d'un animal inconnu, le témoignage d'un ermite qui criait à propos de ça. 3 disparus dont les traces s'arrêtaient au plus profond du parc, et des légendes locales sur quelque chose de grand et dangereux. Mais aucune preuve matérielle, ni poils, ni traces, ni restes, seulement un son sur un enregistrement endommagé. Ce n'était pas suffisant pour un tribunal, pas suffisant pour un rapport officiel, pas suffisant pour quoi que ce soit d'autre que des suppositions. Vald comprit qu'il lui fallait Serrano, vivant, prêt à parler. L'ermite était là cette nuit-là. Il avait vu ce qui s'était passé, et lui seul pouvait raconter ce à quoi les 3 étudiants avaient réellement été confrontés dans la forêt dont ils ne sont jamais revenus. Le 5 juin, à 6 heures du matin, Valdés reçut un appel du poste frontière de Rio Sereno. Une patrouille avait arrêté un homme tentant de traverser la frontière avec le Costa Rica par un secteur forestier. Il n'avait pas de papier, mais sa description correspondait au signalement d'Ivan Serrano Morales. Valdés et Torres partirent immédiatement. Rio Sereno était à 4 heures de route par des chemins de montagne. Ils arrivèrent vers midi. Serrano était assis dans une cellule de rétention temporaire, et il n'avait pas du tout l'air de ce à quoi Valdés s'attendait. L'ermite était émacié. Les pommettes saillaient sous une peau tannée. Les yeux étaient enfoncés. Il avait perdu, selon une estimation approximative, 10 à 15 kilos depuis sa dernière photo dans la base de données. Son bras gauche était enveloppé de chiffon sale, un pansement improvisé, imprégné de quelque chose de sombre. Mais le plus important, ses vêtements. Sa veste et son pantalon étaient recouverts de taches brunes, séchées mais nettement reconnaissables. Du sang, beaucoup de sang. Valdés ordonna la saisie des vêtements pour les envoyer à l'expertise. Serrano ne résista pas. Il ne réagissait presque plus à ce qui se passait. Il était assis sur sa couchette et fixait le mur. L'interrogatoire commença à 2 heures de l'après-midi. Valdés, Torres, un avocat d'office et un médecin étaient présents. Le médecin examina le détenu et le jugea capable de témoigner. Serrano parlait lentement, avec de longues pauses. Parfois, il perdait le fil et commençait à répéter la même chose. Le médecin suggéra que c'était une conséquence de l'épuisement et de la déshydratation. L'ermite avait manifestement passé plusieurs semaines dans des conditions extrêmement difficiles. Il raconta qu'il avait vu les touristes le 1er avril. Ils étaient repassés près de son territoire pendant la journée, parlant fort et ne remarquant rien autour d'eux. Serrano les suivait, pas par malveillance, mais par prudence. Des étrangers dans sa forêt signifiaient toujours des problèmes potentiels. Le soir, il s'était approché de leur campement. Il voulait s'assurer qu'ils ne feraient pas de grands feux qui causeraient un incendie. C'était déjà arrivé auparavant avec d'autres touristes. Ensuite, il avait remarqué quelque chose d'autre, des traces, des empreintes grandes et profondes sur le sol humide près du ruisseau. Des traces qu'il avait déjà vues, mais jamais aussi près des gens. Serrano appelait cette créature le maître de la forêt. Il le connaissait depuis de nombreuses années. Il l'entendait la nuit. Il trouvait les restes de ses proies, des cerfs, des pécaris, une fois même un tapir. Mais il ne l'avait jamais vu lui-même et essayait de se tenir loin des endroits où il chassait. Cette nuit-là, il comprit que le maître était venu pour les touristes. Serrano essaya de les prévenir. Il cria de courir, mais il était trop tard. Il décrivit ce qui s'était passé de façon fragmentaire et confuse. L'obscurité, des cris, quelque chose de grand bougeant entre les arbres.
Il n'avait vu qu'une silhouette, massive, plus haute qu'un homme, sur 2 ou 4 pattes. Il ne pouvait le dire avec certitude. Serrano essaya d'aider. Il se précipita vers l'une des jeunes filles, lui saisit le bras. Mais quelque chose le frappa de côté. Il tomba, roula sur le versant, perdit connaissance. Quand il se réveilla, l'aube, le silence, personne, seulement du sang sur le sol et des affaires éparpillées. Serrano ramassa ce qu'il put trouver, le sac à dos, les lunettes, les contenants. Il les emporta chez lui. Il ne savait pas pourquoi il avait fait cela. Peut-être pensait-il que quelqu'un viendrait chercher et que les affaires seraient nécessaires pour l'identification. Ensuite, il partit, loin de cet endroit, loin du maître. Il marcha vers le sud, vers la frontière. Il voulait sortir de la forêt qui n'était plus sûre. Valdez écoutait et ne savait pas quoi penser. L'histoire ressemblait au délire d'un fou, ou à une tentative de cacher son propre crime derrière une version fantastique. Il l'interrogea sur le sang sur ses vêtements. Serrano regarda ses mains et dit qu'il ne savait pas. Peut-être le sien, peut-être celui de la créature. Il se souvenait l'avoir frappée avec quelque chose, une pierre ou un bâton, quand elle s'était approchée. L'interrogatoire fut interrompu. Serrano fut emmené à l'hôpital. Sa blessure au bras nécessitait des soins médicaux. Il s'avéra que c'était une coupure profonde qui commençait déjà à s'enflammer. Encore quelques jours sans traitement, et l'infection se serait généralisée. Les résultats de l'expertise des vêtements arrivèrent le 8 juin. Le sang sur la veste et le pantalon n'appartenaient pas à un humain. C'était du sang d'ours. Plus précisément, d'ours à lunettes, Tremarctos ornatus, la seule espèce d'ours vivant en Amérique du Sud et centrale. Valdez relut la conclusion 3 fois. Un ours à lunettes. Un animal massif capable de peser jusqu'à 200 kilos. Évite généralement les humains, mais peut être agressif pour défendre son territoire ou sa progéniture. Habite les forêts de montagne des Andes et le parc national La Amistad. Le professeur Salgado avait dit que le son sur l'enregistrement ne ressemblait pas à un ours, mais l'expertise du sang ne ment pas. Il y avait du sang d'ours sur les vêtements de Serrano. Il avait réellement été confronté à quelque chose cette nuit-là. La version d'une attaque animale devenait la principale. Pas un mystique, maître de la forêt. Pas une créature inconnue, mais un prédateur ordinaire, bien que rare, défendant son territoire contre l'intrusion d'humains. Il restait à trouver des preuves. Les restes de l'ours ou ses traces dans ce secteur. Et, peut-être, ce qui restait des 3 étudiants qui avaient eu le malheur de se trouver sur son chemin. Le 9 juin, Torres envoya une demande officielle aux archives de l'administration du parc national. Elle s'intéressait à tous les cas de disparition de personnes sur le territoire de la Amistad au cours des 30 dernières années, particulièrement dans le secteur nord, où le groupe d'étudiants avait disparu. La réponse arriva 3 jours plus tard. Un dossier épais de documents jaunis, scannés en basse qualité. Torres les étala sur la table et commença à les étudier. Ce qu'elle trouva l'obligea à reconsidérer toute l'affaire. Le premier cas datait de 1987. 2 chasseurs du village de Cerro Punta étaient partis dans les montagnes et n'étaient jamais revenus. Les recherches durèrent une semaine. On ne trouva que le fusil de l'un d'eux, brisé en 2, comme si quelque chose de très lourd avait marché dessus. 1992. Un groupe de 4 personnes, des géologues, menant une prospection minière. Ils étaient partis dans le secteur nord. 10 jours plus tard, un seul donna signe de vie. Il était en état de choc et ne pouvait expliquer clairement ce qui s'était passé. Plus tard, il témoigna de l'attaque d'un grand animal, mais l'expertise psychiatrique
le jugea inapte. L'affaire fut classée. 1994. La touriste du Costa Rica, celle-là même pour l'affaire de laquelle Serrano avait été interrogé, disparut sans laisser de traces sur un sentier à 5 kilomètres de l'endroit où l'on trouverait plus tard l'appareil photo des étudiants. 2001. Un fermier local collectant des orchidées sauvages pour la vente disparut dans le même carré. Les recherches ne donnèrent rien. 2008. Un touriste américain voyageant seul, vu pour la dernière fois sur le sentier El Pianista. Son sac à dos fut retrouvé un mois plus tard, déchiré, avec des marques de griffes caractéristiques. Au total, Torres compta 11 cas en 30 ans. 11 personnes disparues dans le même secteur du parc. Certaines affaires avaient été classées comme accidents. D'autres étaient restées non résolues. Dans aucune n'avait été trouvé assez de preuves pour en établir la cause. Mais le plus intéressant se trouvait dans les annexes de ces dossiers. Des rapports, des notes de service d'employés du parc, jointes au dossier d'enquête, mais jamais prises au sérieux. L'auteur de la plupart d'entre elles était un homme nommé Rafael Gomez, un ranger senior ayant travaillé à la Amistad de 1978 à 2005. Il était parti à la retraite et était décédé en 2012. Gomez écrivait sur quelque chose qu'il appelait El Grande, le grand. Il affirmait qu'un ours aux dimensions anormales vivait dans la partie nord du parc, bien plus grand qu'un ours à lunettes ordinaires, agressif, territorial, dangereux pour les humains. Dans un rapport de 1993, Gomez décrivait des traces qu'il avait trouvées près d'un ruisseau. Selon ses mesures, l'empreinte de la patte mesurait près de 25 cm de long. À titre de comparaison, la trace d'un ours à lunettes adulte ne dépasse généralement pas 15 cm. Il décrivait également la découverte des restes d'un cerf que quelque chose avait traîné dans un arbre. Les ours à lunettes savent grimper, mais ils ne hissent pas leur proie en hauteur. Ce comportement est caractéristique des léopards, qui n'existent pas au Panama. Gomez a demandé à plusieurs reprises à sa direction d'organiser une expédition pour localiser et capturer cet animal. On le lui a refusé. Ses rapports étaient classés dans des dossiers et oubliés. Quelqu'un a même écrit dans la marge de l'un des documents « Les fantasmes d'un vieil homme ». Torres continua ses recherches. Elle trouva le dossier personnel de Gomez et une liste des personnes ayant travaillé sous ses ordres. Un nom attira son attention. Ivan Serrano Morales, un travailleur saisonnier embauché en 1991 pour le débroussaillage des sentiers. Il avait travaillé sous la direction de Rafael Gomez pendant 3 saisons d'été, jusqu'en 1994. Serrano connaissait Gomez. Il avait travaillé avec lui. Il avait parcouru avec lui les mêmes itinéraires où le vieux garde forestier avait vu les traces de El Grande. Torres récupéra les notes de l'interrogatoire de Serrano. Il appelait la créature le maître de la forêt. Un autre nom, mais la même description. Quelque chose de grand, quelque chose de dangereux, quelque chose qui vit dans la partie nord du parc et s'en prend à ceux qui s'aventurent trop loin. Tout concordait. Serrano n'avait pas inventé cette histoire. Il l'avait entendue de la bouche de Gomez 30 ans auparavant. Il avait vu les mêmes traces, lu les mêmes rapports, entendu les mêmes récits. Et lorsqu'il était parti vivre dans la forêt après la fermeture de la scierie, il savait où il ne fallait pas aller. Il savait quels endroits éviter. Il avait vécu 20 ans aux côtés de cette créature. Il avait appris à coexister avec elle, jusqu'à ce que 3 étudiants n'envahissent son territoire et ne rompent l'équilibre.
Gomez était décédé, emportant ses connaissances avec lui. Mais ses rapports étaient restés. 11 disparitions en 30 ans n'était-il pas une coïncidence? C'était un schéma. C'était la signature d'un prédateur qui chassait les humains au même endroit, génération après génération. Valdez étudia les documents et prit une décision. Ils avaient-ils besoin d'une nouvelle expédition dans le secteur nord? Pas une mission de recherche, mais une mission d'étude, avec la participation de zoologues, d'experts en criminalistique et d'une escorte armée. Ils devaient trouver cette créature, ou du moins prouver qu'elle existait. Le lendemain matin, après avoir étudié les dossiers d'archives, Valdez comprit qu'il avait désormais assez d'atouts pour faire parler l'ermite. Le 14 juin, il entra dans la salle d'interrogatoire avec un dossier sous le bras. Serrano était assis à table. Il n'avait plus l'air aussi exténué que lors de son arrestation. Une semaine à l'hôpital, une nourriture normale et une plaie soignée avaient fait leur effet. Le détective s'assit en face de lui et posa silencieusement le dossier sur la table. Puis, il l'ouvrit et commença à sortir les documents, l'un après l'autre. Les rapports de Raphaël Gomez, les photographies des traces, les cartes marquées des lieux de disparition. Serrano regardait les papiers. Son visage changeait. D'abord, l'incrédulité, puis la reconnaissance. Enfin, quelque chose ressemblant à du soulagement. Il prit l'un des rapports et examina longuement la signature en bas de page. Puis, il leva les yeux vers Valdez. L'interrogatoire dura 4 heures. Cette fois, Serrano parlait de manière cohérente. Il comprit que les enquêteurs ne le prenaient pas pour un fou, qu'ils avaient trouvé des preuves de ce qu'il essayait de raconter. Il commença par Gomez. Le vieux garde forestier l'avait pris sous son aile en 91, quand Serrano venait de commencer à travailler au parc. Gomez était étrange, silencieux, solitaire, obsédé par ses théories. Mais il connaissait la forêt mieux que quiconque. Gomez lui avait parlé de la créature dès la première saison. Il lui avait montré les traces. Il lui avait montré les endroits où il ne fallait pas aller. Il lui avait expliqué les règles, ne pas faire de bruit, ne pas allumer de grands feux, ne pas laisser de nourriture en vue. La créature ne touchait pas à ceux qui respectaient son territoire. Serrano n'y avait pas cru au début, mais ensuite, il vit lui-même les traces. Il entendit lui-même les bruits la nuit. Il trouva lui-même des restes d'animaux déchiquetés par quelque chose d'immense. Après la fermeture de la scierie, il était parti dans la forêt. Pas parce qu'il voulait vivre près de cette créature, mais simplement parce qu'il n'avait nulle part d'autre où aller. Il avait choisi un endroit loin de son territoire et avait respecté les règles pendant 20 ans. Cette nuit-là, le 2 avril, il avait entendu du bruit du côté du ruisseau, des voix, des rires. Les touristes avaient établi leur campement au pire endroit possible, à la limite du terrain de chasse de la créature. Serrano avait voulu s'approcher et les prévenir, mais il n'avait pas eu le temps. D'abord, il remarqua des traces près de l'eau, fraîches, profondes. La créature connaissait déjà la présence des intrus. Il se cacha et se mit à observer. Il vit les touristes dîner près du feu. Il les vit s'installer pour dormir. Il pensa que peut-être tout se passerait bien, que peut-être elle ne viendrait pas cette nuit-là. Elle arriva vers 2 heures du matin. Serrano entendit un craquement de branches. Puis il vit une silhouette entre les arbres, énorme, plus haute qu'un homme, massive comme un taureau. Il cria, il essaya de prévenir, mais les touristes paniquèrent et s'enfuirent dans toutes les directions, la pire chose à faire. Une proie qui court provoque l'instinct de poursuite du prédateur.
Serrano décrivit ce qui suivit de manière confuse mais détaillée. Il s'élança vers l'une des jeunes filles, celle qui était tombée et ne pouvait se relever. Il l'attrapa par le bras, essaya de la soulever, mais la créature était déjà là. Il sentait son odeur, lourde, animale, avec un relent de putréfaction. Le coup vint de côté. Serrano fut projeté à plusieurs mètres. Il roula sur la pente, se cogna la tête contre une pierre. Il perdit connaissance. Quand il se réveilla, c'était l'aube, le silence. Il se releva avec peine. Sa tête allait éclater. Son bras gauche pendait mollement, une coupure profonde causée par une griffe. Il trouva l'endroit où tout s'était passé. La terre était retournée. Partout, du sang, des morceaux de tissu, des objets éparpillés. Mais aucun des touristes n'était là. La créature les avait emportés. Serrano ramassa ce qui restait. Il ne savait pas lui-même pourquoi. Peut-être pensait-il remettre les objets aux autorités. Peut-être ne pouvait-il simplement pas laisser ces choses traîner dans la boue. Valdez lui demanda de montrer le lieu sur la carte. Serrano prit un crayon et marqua un point, à environ 3 kilomètres au nord-est de l'endroit où la caméra avait été trouvée. Un ruisseau, une petite clairière, un rocher caractéristique en forme d'enclume. Puis, il marqua un autre point, plus haut sur la pente, à un demi-kilomètre du premier. Là, selon lui, la créature cachait habituellement ses proies. Une crevasse entre les rochers, envahie de broussailles. Difficile d'accès, presque invisible si l'on ne savait pas où chercher. Valdez nota les coordonnées. L'enquête avait désormais un objectif concret. L'endroit où pourraient se trouver les restes des disparus, et l'endroit où l'on pouvait trouver des preuves de l'existence du mystérieux prédateur. Serrano ajouta une dernière chose. Il dit que la créature était vieille. Gomez en parlait déjà dans les années 70. 40 ou 50 ans pour un ours, c'est une durée de vie impossible. Soit il s'agissait de plusieurs individus différents, soit la créature n'était pas tout à fait un ours. Valdez ne discuta pas. Les théories pouvaient attendre. Il fallait d'abord organiser l'expédition dans la zone indiquée et trouver ce qui restait d'Anna, de Marc et de Victor. L'expédition partit le 18 juin. 12 personnes, 4 policiers, 2 experts en criminalistique, le professeur Salgado avec un assistant, 3 gardes forestiers du parc et un guide local. Tous étaient armés. Tous avaient reçu des instructions sur le danger potentiel. Serrano se porta volontaire pour les accompagner. Valdez hésita, mais finit par accepter. L'ermite connaissait cette forêt mieux que n'importe quel guide. Il fut escorté par 2 policiers, bien qu'il ne soit formellement plus en état d'arrestation. Les charges avaient été abandonnées après l'analyse du sang sur ses vêtements. Le groupe suivit l'itinéraire que Serrano avait marqué sur la carte. La montée fut pénible, sous-bois dense, pente raide, aucun sentier. Vers midi, ils arrivèrent au ruisseau. Serrano indiqua la direction, en amont, à environ 1 kilomètre. Ils trouvèrent l'endroit vers 3 heures de l'après-midi. Une clairière au pied d'un rocher ressemblant à une enclume. C'était exactement comme Serrano l'avait décrit. L'herbe était piétinée, la terre labourée. Même 2 mois et demi plus tard, les traces de l'incident étaient visibles. Les experts en criminalistique se mirent au travail. Ils divisèrent le terrain en carrés et commencèrent un examen méthodique de chaque secteur. La première trouvaille fut des fragments de tissu, une veste bleue, déchirée en lambeaux. D'après la description, elle ressemblait à celle que portait Marc le jour de leur départ. Le tissu fut trouvé dans les buissons, à 10 mètres du centre de la clairière. La deuxième trouvaille fut une chaussure de randonnée, une chaussure pour femme, taille 38. Les lacets étaient arrachés
la semelle souillée de sang séché. Anna faisait du 38. La troisième découverte fit s'arrêter le groupe. Dans la crevasse entre les rochers que Serrano avait indiquée, ils découvrirent ce qui restait des disparus. Les experts travaillèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Ils ramassèrent tout ce qui pouvait l'être. Des fragments d'os portant des traces de dents, des lambeaux de vêtements, des objets personnels, une montre, un bracelet, une bague. Mais surtout, ils trouvèrent des traces biologiques du prédateur, des poils, des touffes de poils bruns foncés, coincés dans l'écorce d'un arbre à une hauteur d'environ 2 mètres. L'animal s'était frotté contre le tronc pour marquer son territoire. De la salive, des traces séchées sur les fragments d'os, suffisamment pour une analyse ADN, des empreintes, des traces de pattes nettes dans la boue près du ruisseau. L'expert les mesura et nota le résultat. 23 cm de long, 17 de large. C'était 50% de plus que l'empreinte moyenne d'un ours à lunettes adulte. Salgado examina les traces et resta longtemps silencieux. Puis il dit qu'en 30 ans de carrière, il n'avait jamais rien vu de tel. C'était bien un ours. La structure de la patte ne laissait aucun doute. Mais la taille indiquait un individu qui n'aurait pas dû exister. Les échantillons furent envoyés au laboratoire le soir même. Un hélicoptère récupéra l'expert avec les conteneurs et les transporta à Panama City. Étant donné le retentissement international, l'analyse ADN prit 1 semaine. Les résultats arrivèrent le 26 juin. Les poils et la salive appartenaient au même animal, espèce, ours à lunettes, Tremarctos ornatus. Sexe, mâle. Âge selon les marqueurs indirects, probablement plus de 20 ans, ce qui est déjà inhabituel pour un ours sauvage. Mais le plus intéressant était ailleurs. Le profil génétique ne correspondait à aucun échantillon de la base de données internationale sur les ours à lunettes. C'était une population isolée ou un individu solitaire qui existait séparément de l'espèce principale depuis des siècles. Salgado émit une hypothèse. Dans les montagnes de la Amistad, dans les zones les plus inaccessibles, une forme relique d'ours à lunettes aurait pu subsister. Plus grand, plus agressif, mieux adapté à la chasse de grandes proies. Une impasse évolutive qui aurait survécu jusqu'à nos jours grâce à l'isolement et à l'absence de concurrents. Les restes furent identifiés par l'ADN et les dossiers dentaires. Anna van der Berg, Mark Visser, Victor Janssen. Tous les 3 furent retrouvés au même endroit, dans cette fameuse crevasse où le prédateur cachait ses proies. La nature des blessures ne laissait aucun doute sur la cause du décès. Les traces de dents et de griffes correspondaient à la taille des empreintes trouvées. C'était l'attaque d'un grand prédateur. Pas un homme, pas un accident, un animal. Valdez ferma le dossier le 28 juin. La formulation officielle, décès suite à l'attaque d'un animal sauvage. Serrano fut totalement blanchi. Son témoignage fut confirmé. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. La créature responsable de la mort des 3 étudiants était toujours quelque part dans la forêt. Et tant qu'elle était en vie, quiconque pénétrait dans la partie nord du parc risquait de devenir la prochaine victime. Le document reposait sur le bureau de Valdez. Papier officiel du parquet de la province de Chiriquí. Décret de non-lieu concernant Ivan Serrano Morales. La formulation était sèche et juridiquement précise. Absence d'éléments criminels. Le témoignage du suspect est confirmé par des preuves matérielles. Les actions sont qualifiées de tentatives d'assistance aux victimes. Serrano était libre. Valdez signa les documents d'accompagnement et les remit à sa secrétaire. L'affaire, qui avait commencé comme une enquête sur la mort tragique de 3 personnes,
s'était terminée d'une manière totalement inattendue. Le 30 juin, une conférence de presse eut lieu. Valdez s'exprima aux côtés d'un représentant du parquet et du directeur du parc national. La salle était comble, des journalistes du Panama, des Pays-Bas et de plusieurs agences internationales. Valdez exposa les faits. Les 3 citoyens néerlandais disparus en avril dernier avaient été retrouvés dans une zone reculée du parc La Amistad. La cause du décès avait été établie: l'attaque d'un grand prédateur, vraisemblablement un ours à lunettes, aux dimensions anormales. Il montra des photographies des traces. Il montra les résultats de l'analyse ADN. Il expliqua que le profil génétique de l'animal était unique et ne figurait pas dans les bases de données scientifiques. Les journalistes posèrent des questions. Pourquoi l'ours avait-il attaqué les gens? Où se trouvait-il maintenant? Allait-on le rechercher et l'abattre? Valdez répondit honnêtement. Les causes de l'agression étaient inconnues. Peut-être les touristes avaient-ils accidentellement envahi son territoire pendant la période de rut, ou s'était-il retrouvé près de son antre? La localisation de l'animal n'était pas établie. La décision sur la suite des événements appartenait à l'administration du parc. Le directeur du parc prit la parole ensuite. Il annonça que le secteur nord de la Amistad était fermé au public pour une durée indéterminée. Tous les itinéraires touristiques dans cette direction étaient annulés. Les contrevenants s'exposaient à des amendes et à des poursuites pénales. Parallèlement, le parc organisait une expédition scientifique pour étudier la population d'ours dans la région. L'objectif était d'établir si l'individu découvert était un cas isolé ou faisait partie d'un groupe inconnu. L'abattage de l'animal n'était pas prévu. L'ours à lunettes est protégé par des conventions internationales. Cette décision provoqua des débats. Les parents des victimes exigeaient que l'on trouve et détruise le prédateur. Les défenseurs des animaux insistaient sur la préservation d'un spécimen unique. Les habitants locaux voulaient simplement qu'on les laisse en paix. Le 1er juillet, Serrano sortit du poste de police de Boquete. Seul Miguel Hernandez l'attendait, le garde forestier qui avait trouvé la caméra et lancé indirectement toute l'enquête. Ils discutèrent brièvement. Hernandez proposa un travail à Serrano, officieux, sans contrat. Le parc avait besoin d'un homme connaissant le secteur nord, quelqu'un qui surveillerait la zone fermée et signalerait tout signe d'activité du prédateur. Serrano accepta. Il n'avait de toute façon nulle part où aller. La forêt était sa maison depuis 20 ans. La seule chose qui avait changé, c'est qu'il travaillait désormais pour ceux qui, auparavant, le considéraient comme un braconnier et un suspect. La conclusion officielle de l'enquête fut signée le 5 juillet. 20 pages de texte décrivant en détail la chronologie des événements, les preuves recueillies et les conclusions des experts. La cause de la mort d'Anna van der Berg, de Mark Visser et de Victor Janssen était l'attaque d'un animal sauvage. Espèce: ours à lunettes. Individu: probablement un mâle de taille anormalement grande, appartenant à une population isolée. Le coupable était identifié, mais il n'était pas un sujet de droit. On ne peut pas juger un animal. On ne peut pas le condamner à une peine. On ne peut que constater le fait et fermer le dossier. Concernant Ivan Serrano Morales, les poursuites pénales furent abandonnées pour absence d'infraction. Ses actions dans la nuit du 2 au 3 avril furent qualifiées de tentatives de sauvetage. Il avait risqué sa vie en essayant d'aider des inconnus. Il avait été blessé. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Valdez ferma le dossier et le rangea aux archives. En 20 ans de carrière,
C'était l'affaire la plus étrange de sa pratique. Une enquête qui avait commencé par une caméra dans la boue et s'était terminée par la découverte d'une créature inconnue de la science. 3 jeunes gens étaient à la mort. Leur famille avait reçu leurs restes pour l'inhumation et une explication officielle de ce qui s'était passé. Ce n'était pas un ermite fou, ni un tueur en série, ni un groupe criminel, juste la nature, ancienne, indifférente, cruelle, quelque part dans les montagnes de la Amistad, dans cette partie de la forêt où les touristes ne sont plus admis. La créature continuait de vivre. Elle ne savait rien de l'enquête, des conférences de presse, ni du scandale international. Elle existait simplement, comme elle existait depuis des décennies. Le maître de la forêt, qui ne tolérait pas d'intrus sur son territoire. L'enquête établit une chronologie complète des événements. Chaque minute, chaque action, chaque choix, tout fut reconstitué grâce aux enregistrements vidéo, aux témoignages de Serrano et aux résultats des expertises. La chronologie commençait le 1er avril et se terminait tôt le matin du 2, moins de 24 heures durant lesquelles la vie de 3 personnes changea à jamais. Le 1er avril, 9h15. Anna, Marc et Victor sortent du taxi à l'entrée du parc. Ils s'enregistrent auprès du garde forestier, reçoivent une carte, écoutent les instructions. L'humeur est joyeuse, la météo est idéale. 9h30. Le groupe passe les portes et commence l'ascension par le sentier El Pianista. Victor filme la première vidéo, des visages souriants sur fond de verdure. 11h02. Premier point de vue. Anna appelle sa mère aux Pays-Bas. Dernier contact avec le monde extérieur. 15h47. Bifurcation des sentiers. La vidéo enregistre une discussion. Le groupe décide s'il doit rentrer ou continuer. Ils choisissent un sentier non balisé vers le nord. Une décision fatale. 18h. Installation du campement près du ruisseau. L'endroit semble idéal. Une clairière plane. Un accès à l'eau, à l'abri du vent. Ils ne savent pas qu'ils se trouvent à la limite du territoire de chasse du prédateur. 19h30. Dîner autour du feu. La caméra capte les dernières minutes de calme. En arrière-plan, invisible pour eux, la silhouette de Serrano apparaît. Il observe depuis les buissons. À peu près au même moment, selon les dires de l'ermite, il remarque des traces fraîches près du ruisseau, des empreintes énormes dirigées vers le campement. Le maître de la forêt connaît déjà la présence des intrus. 20h41. Dernière vidéo de jour. Obscurité, reflet du feu, voix ensommeillée. Le groupe s'installe pour dormir. Serrano se retire vers sa cabane. Il pense que le danger est passé. Le 2 avril, 2h17 du matin. La caméra s'allume. Sur l'enregistrement, craquement de branches, voix inquiète. Le groupe a été réveillé par des bruits suspects. Anna sort vérifier le périmètre avec une lampe. Elle ne trouve rien. 2h43. Deuxième réveil. Les bruits sont plus proches, plus distincts. Quelqu'un ou quelque chose s'approche du campement. Marc lâche un juron. Tous les 3 sont debout. Serrano se trouve à ce moment-là à environ 300 mètres. Lui aussi entend du bruit et comprend ce qui se passe. Il court vers le campement. 2h44. Heure de l'enregistrement où la caméra capte le cri d'Anna. Elle pointe quelque chose dans le noir. Le faisceau de la lampe se fige. Serrano hurle un avertissement en espagnol. Il n'est pas encore arrivé à la clairière, mais il voit la silhouette de la créature entre les arbres. Les secondes suivantes sont le chaos, panique, fuite. Marc s'élance d'un côté, Victor de l'autre. Anna trébuche et tombe. La caméra s'échappe des mains de quelqu'un et continue d'enregistrer, posée au sol.
Serrano atteint la clairière. Il voit Anna à terre et se précipite vers elle. Il essaie de la relever, la tire par le bras. La créature surgit de l'obscurité. L'enregistrement capte son rugissement, ce fameux son basse fréquence que les experts n'ont pu identifier. Un coup, Serrano est projeté. Il roule sur la pente, perd connaissance. Après cela, silence sur l'enregistrement. 40 secondes de rien, sinon le bruissement des feuilles. Puis le fichier s'interrompt. La caméra s'allumera encore une fois, à 3h12 du matin, quand la piste audio rétablie fixera la tentative de Serrano d'emmener Anna et un cri final, et une dernière fois, à 6h51 du matin, quand la batterie s'éteindra, ne laissant qu'une image statique de la forêt qui s'éclaircit. Ce qui s'est passé ensuite n'est connu que par des données indirectes. La créature a poursuivi les 3 étudiants. La nature des blessures sur les restes indiquait des attaques multiples. Le prédateur ne s'est pas arrêté à une seule victime. Il a méthodiquement traqué chacun d'eux. Marc a été retrouvé le plus près du campement. Il a couru environ 50 mètres. Victor à 120 mètres, dans un ravin où il a probablement roulé en essayant de se cacher. Anna, la plus éloignée, à près de 200 mètres. Elle a couru plus longtemps que les autres. Tout s'est terminé à l'aube. La créature a transporté les proies dans la crevasse près du rocher, son lieu habituel de stockage de nourriture. C'est là que les restes ont été trouvés 2 mois et demi plus tard. Serrano s'est réveillé à l'aube, blessé, désorienté. Il a fait le tour des lieux et a compris qu'il n'y avait plus personne à sauver. Il a ramassé les objets éparpillés et est parti, d'abord vers sa cabane, puis vers le sud, vers la frontière. La caméra est restée dans la boue. Les pluies l'ont entraînée vers le bas de la pente, vers le ruisseau. Elle y est restée 6 semaines, jusqu'à ce que le garde Hernandez remarque l'éclat du boîtier en plastique. 87 photos, 90 fichiers vidéo. La dernière chronique de la dernière journée de la vie de 3 jeunes gens qui voulaient simplement collecter des échantillons d'orchidées pour leur thèse. Le tableau était complet. Tous les vides étaient comblés. Toutes les questions avaient reçu une réponse, sauf une. Où se trouve maintenant la créature qui a fait tout cela, et quand ressortira-t-elle pour chasser? La pression de la communauté internationale augmentait de jour en jour. L'ambassade des Pays-Bas adressa une note officielle au gouvernement du Panama. Les familles des victimes engagèrent des avocats et menacèrent de poursuites. Les médias européens parlaient de négligence mortelle de la part de l'administration du parc. Le 15 juillet, le ministère de l'Environnement du Panama signa un décret spécial. Le document autorisait la capture ou l'élimination de l'animal représentant une menace pour la vie humaine. L'ours à lunettes était protégé par la loi, mais dans des cas exceptionnels, cette protection pouvait être levée. C'était un tel cas. L'organisation de l'opération fut confiée à une société privée du Costa Rica, spécialisée dans le contrôle des animaux dangereux. Une équipe de 6 personnes arriva à Boquete le 20 juillet. Des chasseurs professionnels ayant de l'expérience en Afrique et en Amérique du Sud. 2 d'entre eux avaient déjà participé à l'élimination d'ours ayant attaqué des humains au Pérou. Le chef de groupe, José Antonio Rivero, étudia les pièces du dossier. Il nota plusieurs détails importants. La créature était territoriale. Elle ne s'éloignait pas de ses terrains de chasse. Elle était agressive. Elle attaquait sans provocation. Et elle était vieille, ce qui signifiait qu'elle était moins prudente que les jeunes individus. Rivero élabora un plan. Ils installeraient des appâts en plusieurs points du secteur nord.
des carcasses de cerf traitées avec un composé spécial attirant les prédateurs. À proximité, des caméras cachées et des capteurs de mouvement. Quand la créature apparaîtrait, le groupe serait prêt. Serrano accepta d'aider. Il connaissait le terrain mieux que n'importe quelle carte. Il connaissait les habitudes de la créature, où elle chassait habituellement, quels sentiers elle empruntait, où elle se cachait pendant la journée. Le 23 juillet, le groupe pénétra dans la zone fermée. 7 hommes, 6 chasseurs et Serrano comme guide. Ils transportaient assez d'équipements pour une expédition de 2 semaines. Des fusils de calibre, qu'un 375 HNH Magnum, le minimum nécessaire pour arrêter un grand ours, des appareils de vision nocturne, des téléphones satellites. Les 3 premiers jours passèrent sans résultat. Ils installèrent 4 points d'appât et attendirent. Les caméras enregistrèrent de petits animaux, des cerfs, des pécaris, des coatis. Mais la créature n'apparaissait pas. Le 4e jour, Serrano remarqua quelque chose. Des traces fraîches près du ruisseau, à 1,5 kilomètre de l'appât le plus proche. Des empreintes énormes, dirigées vers l'est. Le maître de la forêt savait que des intrus se trouvaient sur ces terres. Il contournait les pièges. Rivero changea de tactique. Au lieu d'une attente passive, une poursuite active. Le groupe se divisa en 2. L'un continuait de surveiller les appâts. L'autre, dirigé par Rivero et Serrano, suivit la piste. Ils traquèrent la créature pendant 5 jours. Elle était intelligente. Elle changeait de direction, brouillait les pistes, utilisait les ruisseaux pour masquer son odeur. Mais les chasseurs étaient plus tenaces. Le 1er août, au 9e jour de l'expédition, ils le trouvèrent. La créature était allongée à l'ombre d'un rocher, dans une petite anfractuosité protégée du soleil. Elle dormait ou faisait semblant de dormir. Serrano la remarqua le premier et fit signe aux autres. Rivero évalua la situation. Distance, environ 80 mètres. L'angle de vue était bon. Le vent soufflait vers eux. La créature ne pouvait pas sentir les chasseurs. 2 tireurs prirent position. Rivero donna l'ordre. Le premier coup de feu toucha l'épaule. La créature bondit, et tous la virent dans toute sa stature. Énorme, bien plus grande que n'importe quel ours à lunettes vu par les chasseurs. Selon une estimation approximative, une taille de plus de 2 mètres lorsqu'elle se dressait sur ses pattes arrière. Le 2e coup de feu dans la poitrine. Le 3e dans le cou. La créature s'effondra, mais continuait de bouger. Un 4e coup de feu l'immobilisa définitivement. Les chasseurs s'approchèrent avec prudence. Rivero vérifia. La créature ne respirait plus. Ce n'est qu'alors qu'ils purent l'examiner de près. Un mâle, vieux, des poils gris sur le museau, des dents usées, des yeux opaques. Poids, environ 320 kg, soit le double de la norme pour l'espèce. Longueur, près de 2,5 mètres du nez à la queue. On trouva de vieilles cicatrices sur son corps. Des traces de balles. Peut-être que quelqu'un lui avait tiré dessus auparavant, sans atteindre d'organes vitaux. Des traces de couteau ou de machette sur le flanc gauche, probablement suite à la confrontation avec Serrano cette nuit-là. La créature était un guerrier. Elle avait combattu des humains plus d'une fois, et chaque fois, elle avait gagné, jusqu'à ce jour. La carcasse fut évacuée par hélicoptère et remise au laboratoire de l'Université du Panama. Le professeur Salgado dirigea personnellement l'autopsie et les recherches. Il confirma qu'il s'agissait bien de l'individu dont l'ADN avait été trouvé sur le lieu de la mort des étudiants. Le 5 août, l'affaire fut officiellement classée. La menace était éliminée. Le secteur nord du parc resta fermé encore 1 an pour mener des recherches supplémentaires
et assurer la sécurité. Serrano retourna dans la forêt. Pas dans le secteur nord. Il ne voulait plus y retourner. Il trouva un nouvel endroit, plus au sud, plus près des sentiers touristiques. Parfois, il descendait à Boquete pour se ravitailler. Les habitants cessèrent d'avoir peur de lui. Certains le saluaient même. Le maître de la forêt était mort, mais la forêt demeurait, et Serrano demeurait avec elle. À l'entrée du parc La Amistad se trouve désormais un nouveau panneau d'information. On y voit des photos de personnes éminentes, de chercheurs et de représentants des pays dont l'histoire s'est entrelacée dans ces forêts. De nouvelles règles de conduite sur les itinéraires. Les zones interdites sont marquées en rouge vif, des numéros d'urgence, un enregistrement obligatoire pour tous les visiteurs, sans exception. L'administration du parc a doublé l'effectif des gardes forestiers. Sur chaque sentier, des points de contrôle ont été installés. Les touristes enregistrent leur heure d'entrée et de sortie. Les nuitées ne sont autorisées que dans des campings spécialement équipés et surveillés. Le secteur nord reste fermé, peut-être pour toujours. Les parents d'Anna, de Marc et de Victor ont créé une fondation caritative. Elle finance des recherches sur la faune sauvage dans les régions difficiles d'accès et aide les familles ayant perdu des proches dans des tragédies similaires. La fondation porte les noms de tous les trois. Ingrid van der Berg a accordé plusieurs interviews après la clôture définitive de l'affaire. Elle a parlé de sa fille, de son amour pour la nature, de ses rêves, de ses projets qui ne se sont jamais réalisés. Elle ne blâmait pas le parc ou les autorités du Panama. Elle blâmait le hasard, le mauvais endroit, le mauvais moment, le virage fatal à la bifurcation du sentier. Serrano vit toujours dans la forêt, plus au sud, dans une zone plus sûre. Les gardes forestiers le croisent parfois sur les sentiers. Il leur adresse un signe de tête silencieux et poursuit son chemin. L'homme qui a tenté de sauver 3 inconnus et a failli mourir est devenu une légende vivante de ces lieux. Sur le point de vue du sentier El Pianista, une plaque commémorative a été installée. 3 noms, 3 dates, une inscription en néerlandais et en espagnol. Des mots simples sur des jeunes gens qui aimaient la vie et voulaient découvrir le monde. À côté, une photographie, celle-là même, issue de la première vidéo de la caméra. Anna, Marc et Victor se tiennent aux portes du parc. Ils sourient. Ils font signe à l'objectif. Ils ont devant eux toute une journée d'aventure. Ils ne savent pas ce qui les attend la nuit. Ils ignorent tout de la créature tapie dans la forêt sombre. Ils ne savent pas que ce cliché sera le dernier où ils sont tous ensemble. Juste 3 amis au début d'une randonnée, plein d'espoir et de projets. Cette histoire est un rappel. La nature est belle, mais elle ne pardonne pas les erreurs. Et parfois, dans les recoins les plus sauvages du monde, vivent encore des maîtres qui ne tolèrent pas les invités imprévus.